Anna Ivanovna n'aimait pas la penderie. Par son aspect et par ses dimensions, elle ressemblait à un catafalque ou à un mausolée. Elle lui inspirait une crainte superstitieuse. Anna Ivanovna lui avait donné le surnom de tombeau d'Askold. Elle entendait par là le coursier d'Oleg, l'objet qui apporte la mort à son possesseur. Femme aux lectures désordonnées, Anna Ivanovna confondait souvent des notions voisines. Cette chute marqua pour elle le début d'une prédisposition aux affections pulmonaires. 2. Anna Ivanovna passa dans un lit d'hôpital tout le mois de novembre 1911. Elle avait une pneumonie. Yura, Misha Gordon et Tonia devaient achever leurs études au printemps suivant. Yura terminait sa médecine, Tonia son droit et Misha ses études de philosophie à la faculté des lettres. Tout était sans dessus-dessous dans l'esprit de Yura. Ses opinions, ses habitudes de pensée et ses prédispositions tranchaient par leur originalité. Sa sensibilité avait une acuité singulière. La nouveauté de ses impressions échappait à toute description. Malgré tout l'attrait que l'art et l'histoire exerçaient sur lui, il n'avait pas eu de peine à choisir sa carrière. De même qu'une gaieté naturelle ou qu'un penchant pour la mélancolie ne pouvait faire un métier, de même, pensait-il, l'art n'était pas une vocation. La physique et les sciences naturelles l'intéressaient, et il trouvait que dans la vie pratique, il fallait avoir une profession qui fût utile à la société. Il avait donc fait sa médecine. 4 ans plus tôt, lorsqu'il était en première année, il avait passé tout un trimestre à faire de la dissection dans les sous-sols de l'université. Il descendait dans le souterrain par un escalier coudé. Par petits groupes où, chacun de son côté, des étudiants ébouriffés étaient massés dans le fond de l'amphithéâtre d'anatomie. Les uns derrière un rempart d'ossements, rabâchaient leurs cours et feuilletaient de vieux manuels usés et défraîchis. D'autres anatomisaient en silence dans les coins. D'autres faisaient l'épître, lançaient des plaisanteries et donnaient la chasse aux rats qui couraient en grand nombre sur les dalles de la morgue. Dans la pénombre, on voyait luire comme du phosphore des cadavres inconnus dont la nudité frappait le regard, de jeunes suicidés non identifiés, des noyés bien conservés et encore intacts. Les sels d'alumine qu'on leur avait injectés les rajeunissaient et leur donnaient une rondeur trompeuse. On disséquait les cadavres, on les découpait et on les préparait. Et la beauté du corps humain restait fidèle à elle-même jusque dans leurs moindres fragments, si bien que l'étonnement que l'on éprouvait devant le corps entier d'une ondine jetée n'importe comment sur le zinc de la table ne cessait pas lorsqu'il se reportait sur un de ses bras détachés ou sur une de ses mains tranchées. L'odeur de la formaline et du phénol remplissait le sous-sol et l'on sentait partout la présence d'un mystère. C'était le destin inconnu de ces corps allongés, c'était le mystère même de la vie et de la mort, qui s'installait ici tout à son aise, comme à son domicile ou à son quartier général. La voix de ce mystère, plus forte que tout le reste, poursuivait Yura et le gênait dans ses exercices d'anatomie. Mais elle n'était pas la seule à le gêner ainsi dans sa vie, il s'y était fait, et si elle le distrayait de ses occupations, cette gêne ne l'inquiétait pas. Yura savait penser et écrire. Depuis qu'il était au lycée, il rêvait d'une œuvre en prose, un livre de biographie où, dissimulés comme des charges explosives, pourraient entrer les images et les pensées qui lui avaient fait la plus grande impression. Mais il était encore trop jeune pour faire ce livre. Aussi se contentait-il d'écrire des vers, comme un peintre qui passerait sa vie à faire des études pour un grand tableau. À ces vers, Yura pardonnait le péché de leur naissance en faveur de leur énergie et de leur originalité. Ces deux qualités, l'énergie et l'originalité, étaient à ses yeux ce qui tenait lieu de réalité aux arts, qu'il trouvait au demeurant sans objet, vains et inutiles. Yura savait combien il était redevable à son oncle des traits généraux de son caractère. Nikolaï Nikolaïevitch vivait à Lausanne.
Dans les livres qu'il publiait là-bas en russe et dans d'autres langues, il développait sa vieille idée que l'histoire était un deuxième univers, que l'homme, à l'aide des phénomènes du temps et de la mémoire, avait édifié en réponse au phénomène de la mort. L'âme de ces livres était une nouvelle conception du christianisme, leur conséquence directe, une nouvelle vision de l'art. Cet ensemble d'idées avait sur Misha Gordon plus d'influence encore que sur Yura. C'était elle qui l'avait amené à faire de la philosophie sa spécialité. Il suivait les cours de théologie de la faculté et songeait même parfois à passer plus tard à l'académie ecclésiastique. L'influence de son oncle poussait Yura en avant et le libérait. Au contraire, elle enchaînait Misha. Yura comprenait le rôle que jouait l'origine de Misha dans l'outrance dont il faisait preuve dans ses engouements. Par tact et par délicatesse, il ne cherchait pas à le dissuader de ses étranges projets. Mais souvent, il aurait aimé le voir empiriste, plus proche de la réalité. 3. Vers la fin de novembre, un soir, Yura revint tard de l'université. Il était très fatigué et n'avait rien mangé depuis le matin. On lui avait dit qu'on avait eu dans la journée une terrible alerte. Anna Ivanovna avait été prise de spasmes. Plusieurs médecins étaient venus à son chevet. Ils avaient d'abord conseillé d'appeler un prêtre, mais ils avaient ensuite abandonné cette idée. Anna Ivanovna allait mieux maintenant. Elle avait repris conscience et demandait qu'on lui envoyât Yura aussitôt qu'il serait revenu. Yura obéit et se dirigea vers la chambre à coucher sans prendre la peine de se changer. La chambre portait les traces du branle-bas récent. Une infirmière s'affairait silencieusement autour de la table de nuit. Autour d'elle traînaient des serviettes froissées et des essuie-mains humides qui avaient servi de compresse. L'eau du rinçoir était légèrement rose de sang craché. On y voyait nager des débris d'ampoules et des touffes de coton gonflées par l'eau. La malade était inondée de sueur et humectait ses lèvres sèches du bout de sa langue. Ses traits s'étaient fortement tirés depuis le matin où Yura l'avait vue pour la dernière fois. Ne serait-ce pas une erreur de diagnostic, pensa-t-il? Tous les symptômes de la pneumonie stridulaise, on dirait que c'est la crise. Il salua Anna Ivanovna, lui dit une de ces phrases creuses d'encouragement que l'on prononce toujours en pareil cas, puis fit sortir la garde-malade. Prenant la main d'Anna Ivanovna pour tâter son pouls, il alla chercher de l'autre main son stéthoscope dans la poche de son blouson. Par un mouvement de la tête, Anna Ivanovna lui fit comprendre que c'était inutile. Yura vit qu'elle voulait autre chose. Rassemblant ses forces, Anna Ivanovna parla. Ils ont voulu me confesser. La mort est là. Elle peut à chaque instant. Quand on va se faire arracher une dent, on a peur, on a mal, on se prépare. Et maintenant, ce n'est pas une dent, c'est moi tout entière. Toute ma vie craque et dehors, comme avec des tenailles. Et qu'est-ce que c'est? Personne n'en sait rien. J'ai le cœur serré et j'ai peur. Anna Ivanovna se tut. Des larmes ruisselaient le long de ses joues. Yura ne disait rien. Au bout d'un instant, Anna Ivanovna continua. Tu as du talent. Et quand on a du talent, ce n'est pas comme tout le monde. Tu dois savoir quelque chose. Dis-moi quelque chose. Tranquillise-moi. Que puis-je vous dire? Répondit Yura. Il s'agita sur sa chaise, se leva, marcha un instant, puis se rassit. D'abord, vous irez mieux demain. Il y a des symptômes, je vous en donne ma tête à couper. Et ensuite, la mort, la conscience, la foi en la résurrection. Vous voulez connaître mon opinion de naturaliste? Une autre fois, peut-être, non? Tout de suite. Bon. Si vous voulez. Seulement, comme ça, au pied levé, ce n'est pas facile.
et il se surprit à lui improviser toute une conférence. La résurrection, sous la forme grossière où on la formule pour la consolation des faibles, cette idée m'est étrangère, et ce que le Christ a dit des vivants et des morts, je l'ai toujours compris autrement. Où irait-on mettre toutes ces multitudes rassemblées au cours des millénaires? L'univers entier ne leur suffirait pas, et Dieu, le bien et la raison devraient laisser place nette et seraient écrasés dans cette bousculade avide et bestiale. Mais c'est une vie toujours identique et infinie qui remplit l'univers et se renouvelle d'heure en heure en d'innombrables combinaisons et métamorphoses. Vous, par exemple, vous vous demandez avec inquiétude si vous allez ressusciter, alors que vous êtes déjà ressuscité lorsque vous êtes né, sans même vous en apercevoir. Souffrirez-vous? La chair a-t-elle conscience de sa ruine? Autrement dit, qu'adviendra-t-il de votre conscience? Mais qu'est-ce que la conscience? Voyons un peu cela. Vouloir consciemment s'endormir, c'est l'insomnie à coup sûr. S'efforcer de prendre conscience du travail de sa propre digestion, c'est courir à un dérèglement nerveux. La conscience est un poison, un instrument d'auto-intoxication pour le sujet qui se l'applique à lui-même. La conscience est une lumière dirigée vers le dehors. La conscience éclaire la route au-devant de nous pour nous éviter de broncher. La conscience est un phare allumé à l'avant d'une locomotive. Dirigez-le vers l'intérieur et ce sera la catastrophe. Qu'arrivera-t-il donc à votre conscience? Je dis bien votre conscience. Mais vous-même, qu'êtes-vous? C'est là toute la question. Regardons-y de plus près. Que vous sentez-vous? De quelle partie du composé que vous êtes avez-vous conscience? De vos reins? De votre foie? De vos vaisseaux? Non. Fouillez dans vos souvenirs. Vous ne vous êtes jamais surprise que tournée vers le dehors, vers l'action, dans l'œuvre de vos mains, dans votre famille, dans les autres. Et maintenant, écoutez-moi bien. L'homme présent dans les autres. C'est cela justement qui est l'âme de l'homme. Voilà ce que vous êtes, voilà ce qu'a respiré, ce dont s'est nourri, ce dont s'est abreuvé toute sa vie votre conscience. Cela, c'est votre âme, votre immortalité, votre vie dans les autres. Et alors, en autrui vous avez été, en autrui vous serez. Et qu'est-ce que cela peut vous faire qu'ensuite cela s'appelle le souvenir? Ce sera, vous, entrez dans la composition du futur. Enfin, une dernière chose, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, la mort n'existe pas. La mort n'est pas notre affaire. Vous avez parlé de talent, cela oui, c'est autre chose, c'est à nous. C'est nous qui l'avons découvert. Et le talent, au sens le plus haut et le plus vaste, c'est le don de la vie. Il n'y aura pas de mort, a dit saint Jean. Et voyez comme son argumentation est simple. Il n'y aura pas de mort parce que le passé est révolu. C'est presque comme s'il disait il n'y aura pas de mort parce que c'est connu, parce que c'est de l'histoire ancienne et que ça ne nous amuse plus et qu'il nous faut maintenant du neuf. Et ce qui est neuf, c'est la vie éternelle. Il allait et venait dans la chambre en disant cela. Dormez, dit-il en s'approchant du lit et en posant sa main sur la tête d'Anna Ivanovna. Quelques instants passèrent. Anna Ivanovna s'endormit. Youra sortit de la chambre en silence et dit à Yegorovna d'y envoyer la garde-malade. « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, pensait-il. Je deviens une espèce de charlatan. Je jette des charmes, je guéris en imposant les mains. » Le lendemain, Anna Ivanovna allait mieux.